existe également des petits ouvrages permettant de faire de l'hydroélectricité. La taille est importante. Il y a un livre fameux il y a quelques années qui s'appelait Small is Beautiful. Donc peut-être que le gigantisme est passé de mode et qu'aujourd'hui il faut revenir à des solutions à l'échelle locale, à l'échelle micro, à l'échelle peut-être pourquoi pas pico, comme on dit également pour l'hydroélectricité. Donc, sans plus attendre, j'appelle à la tribune Monsieur Francis Lefebvre-Vary et Monsieur Gert Mulders. Vous pouvez venir à la tribune. Je ne vais pas trop écorcher votre nom, ça va. Et donc, on a le plaisir de vous accueillir pendant 45 minutes. Les tables rondes de cet après-midi vont durer environ 3 quarts d'heure. Et avec Monsieur Lefebvre-Vary et Monsieur Mulders, nous allons parler de la petite hydroélectricité, moulin et petite centrale en Morvan. Alors je présente rapidement nos deux intervenants. Francis Lefebvre-Vary, vous êtes le président de l'association des moulins du Morvan et de la Nièvre. Et Gert Mulders, vous êtes le président fondateur d'une entreprise qui s'appelle Turbulent. Donc je vais passer la parole à Monsieur Lefebvre-Vary dans un premier temps pour 10 bonnes minutes, un quart d'heure de présentation. Oui, du coup vous pouvez compter sur moi. Et Monsieur Mulders également aura une quinzaine de minutes pour nous exposer sa solution. Donc Monsieur Lefebvre-Vary, vous allez nous parler, votre intervention s'intitule « La petite et micro-hydroélectricité, des opportunités de développement pour la Nièvre et le Morvan pour la production d'une énergie décarbonée ». C'est à vous pour 15 minutes. Merci. Donc le micro marche. Oui, donc bonjour à tous. Moi, donc Francis Lefebvre-Vary, donc je suis président de cette association, et je voulais dire que cette association, elle s'appelle l'Association des Moulins du Morvan et de la Nièvre, mais elle s'occupe de tout ce qui est, elle représente aussi les riverains de France, et elle s'occupe de tout ce qui concerne la rivière. Elle a 30 ans. Elle a 30 ans et c'est quand même important parce que c'est un monument historique, cette association. C'est pas grâce à moi, c'est grâce à Philippe Landry, grâce à Noël Renaud, qui a fait un bilan historique de tous les moulins du Morvan depuis 30 ans. Et Philippe Landry y exerce encore bénévolement à 100%. Et c'est une association qui ne s'occupe pas que des moulins, qui ne s'occupe pas de corporatisme, qui s'occupe du développement de la Nièvre. Et pas pour plus tard que ce week-end, qui organise les journées du patrimoine de pays et des moulins dans la Nièvre, c'est nous. C'est l'association des moulins de la Nièvre et du Morvan. Donc on participe au développement du patrimoine rural et on est les records en Bourgogne-Franche-Comté. On a 50 sites, dont une quinzaine de moulins qui sont ouverts. Donc on estime que les moulins font partie d'une rentabilité. On va parler de la rentabilité bien sûr tout à l'heure, mais donc il ne faut pas oublier que les moulins s'inscrivent dans le développement d'un patrimoine régional et on va parler des qualités des moulins vis-à-vis du développement touristique, du développement patrimonial. Donc la petite et la pico-énergie hydroélectrique, on va dire que c'est, mettons, à moins de 100 kilos, ça peut descendre jusqu'à 3 kilos, et elle existe, et il y en a une vingtaine dans la Nièvre, et donc c'est une énergie bas carbonée, vous la connaissez, les panneaux photovoltaïques qui viennent de je ne sais pas d'où, l'eau ici elle vient de la Nièvre et du Morvan, et donc il y a un avantage écologique très important. C'est une énergie bas carbonée, c'est une énergie, j'allais dire, au point de vue touristique, elle n'encombre absolument pas le paysage, même elle est plus belle que des panneaux photovoltaïques, ne parlons pas des éoliennes. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est, et je voudrais que si on peut faire la discussion, pourquoi l'énergie, la petite et la pico ne s'est pas assez développée dans la Nièvre et le Morvan. Ça, c'est une question. Donc, disons que il y a des exemples qui ne sont pas assez diffusés, et vous avez deux représentants dans la salle, M. Charroux du moulin de Châssis à Mer, vous avez M. Régis Boutry du moulin Simoneau à Saint-Léger-Vauban, ou chez Blizou. Donc vous avez des turbines qui marchent et qui sont absolument inconnues. Et donc vous avez d'autres turbines dans la Nièvre, comme le moulin de la Motte-Josserand, et ces exemples existent. Et pourquoi ces exemples existent et se développent, mais ne se développent pas assez? Bon, on va parler des problèmes de dossier, on va parler des problèmes d'administration, mais je pense que et c'est un peu de notre faute, on subit une absence de connaissances. On n'a pas diffusé nos trucs. Vous voyez, par exemple, prenons un exemple. Le moulin de la Motte-Josserand.
Le moulin de la Motte-Josserand, c'est un moulin qui est sur le Nohain, une petite rivière qui n'est pas ici avec des billets terribles. Il y a 2 mètres de chute. Il a inauguré son moulin il y a 4 ans. Il fait 150 000 kilowatts par an. Aujourd'hui, il a fait les 600 000 comme promis. Et personne ne le connaît, ce moulin de la Motte-Josserand. Et disons qu'au niveau du Sienne, au niveau des énergies, au niveau des gouvernements de la Nièvre, c'est absolument assez inconnu. Et ce week-end, vous avez 4 sites qui peuvent être visités où il y a des turbines qui marchent. Le moulin de Chassis, vous ouvrez demain, je crois. Le moulin de Chassis, voilà un bel exemple qui n'est pas très loin, le moulin de Chassis à mer. Et donc, M. Charroux est discret. Et donc, c'est pour vous montrer qu'il y a des exemples dans la Nièvre qui ne sont pas appliqués, qui ne sont pas... Alors, comment ça se passe pour... vous avez un moulin où vous avez une chute d'eau. Donc, dans la Nièvre, c'est pas mal parce que vous avez d'abord une association qui dépend du conseil régional qui s'appelle l'ADERA, qui se déplace gratuitement, aussi bien pour 2 kilos que pour 100 kilos, pour 200 kilos. Il y a un monsieur qui s'appelle Bouvray, c'est une association qui dépend du conseil régional et qui marche bien et qui vraiment répond aux premières questions et qui explique aux gens si on peut le faire ou pas le faire. Hein. Donc vous avez l'ADERA. Après, vous avez l'ADEME. Alors l'ADEME, c'est une création magnifique. C'est une création qui dépend de la région Bourgogne, l'ADEME, Association pour le développement des énergies nouvelles, et qui vous finance une étude de faisabilité à 70%. Donc en général, une étude de faisabilité, ça coûte environ 15 à 18 000 euros. Donc vous voyez la part qui reste. Donc ces sociétés existent et il y a des possibilités. Alors pourquoi ça ne se développe pas ? On a quelques difficultés administratives. Vous savez que les moulins actuellement, mais on a réussi à faire passer des lois qui interdisent la suppression des seuils de moulins. Et donc, l'administration française, je ne vais pas vous la décrire, mais elle est assez difficile, assez lourde, et elle ne dit pas toute la vérité tout de suite. Mais il y a des cabinets, comme, je ne vais pas citer le nom, des cabinets qui sont là pour prendre le relais entre l'administration et le propriétaire, et ça marche. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je voudrais votre avis, surtout, pourquoi, d'après vous, pourquoi la PICO et la petite hydroélectricité ne se développent pas assez ? Vous allez me dire, c'est à cause des délais administratifs, c'est à cause de, je ne sais pas, des délais administratifs, et pas seulement des délais administratifs, du côté pas connu, mais moi, je voudrais qu'on développe cette énergie. Elle est bas carbonée, elle est facile, elle n'a pas de problème. Bon, moi, je vais vous parler de mon cas personnel. Donc, j'ai une turbine qui produit 15 kg sur une chute de 1,60 m, vous voyez, qui produit 15 kg de décembre à avril. Bon, ben voilà, c'est ma... Et je me suis payé ça. Je n'ai pas tellement trop calculé sur la rentabilité. Heureusement, je l'ai acheté il y a 40 ans, donc elle est rentabilisée. Mais en même temps, c'est un apport touristique. Et donc c'est très important que la Nièvre a un gros problème. La Nièvre est un pays merveilleux. Moi, je ne suis pas nivernais, mais je suis nivernais que depuis 45 ans. Et quand je me balade, je me dis quel beau pays. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas assez de projets. On n'a pas assez de projets, il faut avoir des projets. Et je pense que la petite hydroélectricité, venez visiter nos sites, vous verrez que c'est des sites merveilleux où la biodiversité excelle, où il y a des brochets partout. Et l'énergie hydraulique apporte autre chose pour le développement touristique de la Nièvre. Voilà ce que je voulais dire. Je vous parle mal, mais voilà ce que je voulais dire. Mais surtout, je voudrais savoir comment vous pouvez tous nous aider. Vous êtes tous des professionnels. Comment expliquer que c'est possible ? Et c'est possible. Nous, on a des gens qui se déplacent de l'association, des bénévoles qui se déplacent et qui étudient avec vous. Et puis surtout, l'ADEME. Vous savez que l'ADEME, c'est quelque chose de très important. Ça n'existe que qu'en région Bourgogne-Franche-Comté, hein, les subventions pour l'étude de faisabilité. Donc, première chose, étudier le terrain. Puis peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'il n'y a pas assez de débit, il n'y a pas assez de hauteur d'eau, mais je pense que c'est une énergie importante, une petite énergie. On ne va pas révolutionner le monde, mais on dit quand même que si toutes les petites turbines marchaient en France, ça apporterait l'équivalent d'une centrale nucléaire. Vous voyez, c'est quand même énorme. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. On va me répondre aussi la phrase « Ah, c'est pas rentable ». On va dire que c'est rentable à 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais un moulin, il apporte autre chose. Il n'apporte pas que la rentabilité. Et il ne faut surtout pas empêcher les propriétaires privés. Il faut les aider à le faire, puisque c'est eux qui s'engagent. Voilà ce que je voulais dire. Mais je voudrais qu'on engendre le débat surtout. C'est durable, monsieur. C'est-à-dire que l'espérance de vie, si on compare l'analyse du cycle de vie... Très bonne question. Alors, on a une cinquantaine... Les installations dont vous parlez, c'est 100 ans.
Eh bien justement, c'est beaucoup plus durable et on a des turbines. J'ai un monsieur à Saint-Martin-d'Oeil, il ouvre la fenêtre l'hiver, hein, il a 50 kilos, il en a trop. Et sa turbine, elle a 100 ans. On a 25 turbines dans la Nièvre qui ont plus de 50 ans, hein, et qui marchent. Et elle est durable, ce n'est pas comme des panneaux que vous changez à 18 ans. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je... Ah. Alors, la loi sur l'eau, effectivement. Ah, bah alors, oui, c'est un gros truc. Alors, la loi sur l'eau, il y a la DCE 2000, Directive commune européenne, qui a été amendée par la loi de 2006 et les circulaires de Bordeaux 2012, qui a imposé la continuité écologique. Alors, la continuité écologique, c'est une chose importante, mais ce n'est pas une chose indispensable. Très importante, la pollution est quelque chose de beaucoup plus important. Donc actuellement, il y a une évolution très favorable au niveau de la législation française, c'est qu'on a réussi à faire passer une loi qui interdit la destruction des seuils de moulins. C'est très important pour quelque raison que ce soit, vous entendez, pour quelque raison que ce soit. Donc, mais le problème des droits d'eau, bon, les droits d'eau, la plupart des moulins ont un droit inaliénable, ils sont d'avant 1789, c'est assez facile à le prouver. Le droit d'eau, c'est pas compliqué. Le problème, et c'est là qui bloque le dossier, c'est que l'État tente de nous imposer une passe à poisson ou un contournement. Et vous savez combien coûte une passe à poisson? 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc c'est infaisable, c'est incroyable. Une passe à poisson coûte plus cher qu'une maison. Donc le blocage, il est là. C'est la continuité écologique. Alors, mais ça se passe bien. Par exemple, chez Amio, ça s'est passé bien. Pour faire la continuité écologique, ça a coûté 20 000 euros. On a fait une passe à poisson rustique. Donc ça s'analyse en fonction au cas par cas. C'est ça qui est très important. C'est le cas par cas. Donc il y a des possibilités. Mais sur la continuité écologique, c'est un énorme dossier, on en parle tous les jours de la continuité écologique. Alors, si la continuité écologique, on dit qu'elle est apaisée, c'est qu'elle n'est pas apaisée. Hein. Et donc, il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que la loi est pour nous. Le ministère, j'aime dire même le ministère de l'écologie, Mme Ségolène Royal était une bonne ministre, le ministère de l'écologie, mais c'est le problème des hauts fonctionnaires. Parce qu'en France, on est dans un système vertical, tout est commandé par l'ADEB, Direction de l'eau et de la biodiversité au ministère de l'écologie. L'agence de l'eau Loire-Bretagne ou de Seine-Normandie ne sont que des applicateurs. C'est eux qui décident qu'ils vont vous donner 100% de subventions pour créer des méandres et 0% de subventions pour l'assainissement, pour noter des exemples. Donc vous, les élus, vous êtes prisonniers, vous êtes dans un entonnoir et vous n'avez pas la liberté de parole. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce sujet qui est un peu épineux mais je pense que c'est quand même quelque chose de très important. Et moi, je souhaiterais beaucoup que les élus, là je ne parle plus de Moulins, que les élus se rebellent un peu contre l'agence de l'eau et disent, moi, dans mon village, moi, dans mon département, moi, dans ma Comcom, mon principal problème, c'est l'assainissement, c'est l'eau potable, c'est la ressource en eau. Et pas de créer des méandres. C'est très joli, des méandres, c'est très beau, là, mais malheureusement, il faut sélectionner nos priorités. Et donc, actuellement, on est prisonnier d'un système. Mais on est prisonnier, mais on se défend. Et donc, la Nièvre, j'espère que ça va se développer. Et ça se développe. Là, des exemples de M. Charroux ou d'autres, de M. Boutry ou d'autres. Il y a des exemples. Il faut y croire. Venez visiter nos turbines. Ce week-end, il y a 4 turbines je peux vous donner les adresses. Celle de Châssis est ouverte. Celle de M. Amiot à la Motte-Chausson est ouverte. Et vous verrez qu'il ne faut pas des chutes d'eau de 50 mètres pour créer cette turbine. Il y a des possibilités. Comment vous pouvez nous aider pour propager la bonne nouvelle, comme dirait Jésus-Christ? Vous voyez d'autres questions? Bon. Vous avez encore 2 minutes de temps de parole. 2 minutes de temps de parole, je vais vous dire que... Non, c'est formidable, 2 minutes de temps de parole. Je vais vous dire qu'on est une association de 160 personnes, il n'y a que 100 propriétaires de moulins, et les autres sont les amoureux de la nature. On est une association qu'on estime dynamique. On est un peu pêcheurs, hein. On marche bien, on est partout. Ce soir, on est à Imagine-la-Nièvre, justement, où on va faire des propositions. Il y a un système de recollection des idées pour développer la Nièvre. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est montrer que l'association, elle est là pour essayer de mettre en valeur ce beau département qui est actuellement
perd des habitants et où quelqu'un d'important, un élu de l'État me disait « manque de projets ». Il faut présenter des projets, il faut montrer pour attirer les gens. Et au point de vue hôtelier, par exemple, nous, on est prêt à vous faire visiter nos réflexions, nos réalisations de chambres d'hôtes, qui sont des sites merveilleux où il y a la biodiversité, où on a sauvé le paysage, où on a sauvé des maisons qui s'écroulaient un petit peu. Et donc, on participe à essayer de remonter le patrimoine, l'économie rurale, le bouclier rural de la Nièvre. Mais c'est un problème très difficile et je pense que les moulins, c'est comme le colibri, ils ont une petite action à faire, mais une action qui est sympathique. Et venez visiter les lieux. Le moulin, c'est toujours un endroit qu'on a envie d'aller voir parce que on y croit, on est à l'aise, on est complètement sorti de son boulot à ce moment-là. Et si on développait les moulins, ça développerait le tourisme dans la Nièvre. Voilà. Merci Monsieur Lefebvre-Vary pour votre intervention. Vous avez anticipé la séance des questions-réponses qui aura lieu après votre intervention et celle de Monsieur Slash-Mulders, à qui je vais passer la parole sans plus attendre. Vous avez signalé, Monsieur Lefebvre-Vary, qu'il ne faut pas forcément de grandes chutes d'eau de 50 mètres pour produire de l'électricité, mais je crois que votre camarade sur la gauche va vous démontrer que c'est effectivement possible de produire de l'électricité avec peu de chutes d'eau. Gert Slash-Mulders, donc vous êtes le président fondateur, je le rappelle, de la start-up. Je ne sais pas si on peut dire que c'est une start-up, une entreprise turbulente. Et vous allez nous exposer justement précisément votre solution innovante. Votre intervention s'appelle la micro-hydroélectricité écologique inspirée de la nature. Alors vous allez nous dire pourquoi c'est inspiré de la nature. Alors je crois que vous allez intervenir, oui, vous pouvez aller sur l'ordinateur, vous allez intervenir en anglais, vous préférez intervenir en anglais, mais le support sera écrit en français. C'est ça. Voilà, donc je vais vous laisser tranquillement le temps de brancher votre ordinateur. Mais Monsieur Slash-Mulders, comprend très bien le français et s'exprime très bien en français. Donc si ensuite vous voulez lui poser des questions, il n'y a aucun problème pour qu'il vous comprenne et qu'il vous réponde. Ok, d'accord. Bonjour tous les gens. Je vais parler en anglais parce que le français n'est pas ma langue maternelle. J'espère que ça marche, mais si c'est un peu trop rapide, dis-moi. So I'm here today to present my company called Turbulent Hydro, and we've been working already for quite some time on this topic of sustainable hydropower. Now let me just load up my presentation here. On va voir si ça marche. Ça marche, super. D'accord. Très bien. My company is called Turbulent, and we've been already working since 2015 in the topic of sustainable hydropower, but specifically also in a rural context, and specifically to provide rural electrification in developing countries. So we've been working very hard on the energy transition and also on reducing poverty. And it's one of the reasons why actually my company has more installations outside of Europe than actually inside of Europe, among others. Now let's start first with some facts. So 65% of all of the renewable energy right now is being produced by hydropower. That's a large number, and most of that is actually being produced by these kind of larger installations, these barrages. And
they have their uses, as you could see from the presentation of EDF. These installations have supported the whole economy, and they have multiple uses of storage, of also using it for transportations of the wood from the Morvan to Paris, I heard. But these days, it gets harder and harder to find suitable sites for this kind of projects. The larger part of potential can be found now in these kind of sites with a very low height difference. And luck may have it that most of those sites with a low height difference, they're also close to communities. I think everyone here has a Rue du Moulin in his village. So, and we have seen this also all over the world. So usually we work with locating sites right next to communities, right next to villages, to provide them with stable energy. Now, the starting point from Turbulent is also looking at hydropower and seeing that rivers are fractal. You can see that as a river goes up in its catchment, it branches off into smaller subsidiaries. And conventional hydropower functions in the way that it catches together the whole catchment of the river and puts a dam and a turbine at that location. Now, we as Turbulent, we are rather thinking of installing multiple smaller turbines and then bringing it together with an electricity network. And we are a digital-first company, so always when I travel somewhere, I first get our computers turning. And for instance, now here I did a little scan of the Morvan area, and that gave already a nice 110 megawatts of potential just in this kind of ultra-low head distributed hydro. And this is something that you cannot find in the traditional kind of feasibility studies, since they are always focusing on conventional technologies. So we created our own satellite imagery tools just to calculate that. Another thing that is to be known is that when you take a large hydropower system, a conventional hydropower system, and you want to use it for smaller sites, it's not as easy as just scaling it down to a smaller turbine, because then the civil works that are involved become way more expensive than what it's worth. So we asked ourselves a question: when you look at all these kind of sites and you think about, okay, we have plenty of these lower head locations, these locations with a small drop with still enough flow, you stand next to it and you can see there is some potential in there, there is some energy in there. How can we develop such things? How can we build those installations without large changes, without heavy construction works? And also, of course, these locations are usually very beautiful. The mills of this area, I visited a few, and now I heard that there's a few of these demonstrations. I'm going to visit those too. So it's a lot of fun. How can we develop these sites while also respecting that heritage and while also maintaining the beauty of the countryside? And at the same time, how can we make sure that with novel technologies, with novel new knowledge, that we also build these hydropowers in a way that they also restore the natural continuité écologique, so to say. So our inspiration from nature came from looking at rivers. Every river, when you look at it, it has some turbulence, it has some movement, some swirls in it. And we started thinking, okay, how can we make energy from that? How can we produce energy in a way that we keep the river as it was before, that we maintain the ecology, while also making use of all these existing blockages in the river. So we developed a new way of thinking about hydropower, a new way, I say. We took a few aspects and we really focused on the ecology part. And our solution, when we develop it outside of Europe, we develop it in these kind of clusters. We take a whole region, we look at the whole potential of the whole area, and then we install clusters of turbines that can provide power for several cities. Now, in this case, we focus on decentralized locations, no large dams, and that way we create something that maintains the river ecosystem. Now, the technology itself has already been in development since 2003 with several large universities of here in Europe. And Turbulent has taken those technology leaps and has
commercialize that into a model that you can use in plenty of locations at an affordable cost. And we call it the Vortex Power Plant. It's a rather slow-turning water wheel that makes use of a whirlpool to generate energy. Now, you all might have noticed it once when you have your bathtub and it's emptying. You see that there's this whirlpool going down the drain, and the closer you get to the drain, the faster it starts turning with the tourbillon. So there's plenty of solutions for that. We can do that with brick, we can do that with wood, we can do that with concrete, prefab. It depends on the situation in the country, but it's very loose in what you use. And so yeah, this way we create this kind of technology that's very robust, very reliable, turning very slowly. And since we're always working close to the rivers, we had to make it completely flood-proof. So it can be inundated by 10, 20 meters of water and will not be damaged. And if you have 20 meters of water, you have other problems. So this is also just to show you a bit of a detail. It's a very simple structure. The genius is not in the mechanics, because those are kept to be very simple, so that when we install them in Africa, they can be maintained also by local technicians. But the more the genius is in the way that it interacts with this created whirlpool. And that way we created a turbine that can be installed in a river. Stones can pass through this turbine, sand. Our turbine in Bali has about 2 tons of volcanic sand going through it every day. And also all kinds of debris. It's important that you keep debris going through your turbine for the ecological continuity as well. So usually we use these turbines as a base load. So we install them next to a village, and then they add extra energy with solar, with batteries, with biogas, etc. So it's more like a catalyst for the renewable energy change. Now, from a start, and also from what you could hear here in France with the ecological continuity, it's very important that we build in environmental compliance into our turbines. We're working together with several of these progressive government organizations, such as the Environmental Agency in the UK, to start making use of all of their weirs, sluice gates, etc., to produce energy. So there's a whole trial study being done there. And recently we have also been confirmed by the TU Eindhoven that our turbines are fish friendly according to the NEN norm, so the industry standard that has been created in the Netherlands. And as you said also, Monsieur, the passe à poisson is normally incredibly expensive to build, illogically expensive. So we integrate all of these different needs into one single structure. Our civil works have an integrated fish ladder, passe à poisson, so that basically when you develop hydropower potential, you're automatically also restoring the ecological continuity. And that's also possible because of how that whirlpool is operating. On the outside of our basins, it's a very slow speed. Inside only there's a high speed, so fish can perfectly pass through. And as I said before, like our civil works have been designed so that they can be built with whatever local materials you have. Our turbine in Bali was built with volcanic rock. We had another one in Chile, which was built with the local people that we could find in the cafeteria, basically to cast the concrete. So it doesn't require a lot of specialism. If you have a small mill or you want to develop a small turbine, I argue you could even build it yourself. We also enable it to use local materials. Like here you can see the turbines being made out of brick, or at least the outside parts, so that everything can fit into the environment. And since it's a novel technique, because it uses this kind of principle of the vortex, our installations or our electromechanics are a lot smaller than other technologies that can be used for low head. Whereas also all of our structures, all the machines are underwater, so there is no noise, there's no vibrations. It's basically just what you see is a whirlpool, which can be quite hypnotic to look at.
when you still have water wheels, of course, you maintain the water wheels, you restore them. But if you want to have something running continuously, then you can also put this turbine in parallel. You can even hide it under the ground so that you cannot see it. It's a very low impact structure. Now, okay, good. Enough about that part of technology. So we've been developing it for the past 7 years. We've accumulated 12 years of operational use of our turbines. And just to give you an idea of what they look like in reality, we also have a lot of videos online on YouTube if you want. But this was our first installation in Donuwe. It's been operating since 2017 in an old mill and producing just reliable energy for the whole operation. We also have a commercial project, the first one in Bali, that has been producing energy for a whole school and nearby community since 2019. And then we're now also scaling up the technology towards 100 kilowatts for a project in Taiwan, in canals, as well as larger projects, for instance, this one in Eswatini, South Africa, where we work with Coca-Cola to basically take their whole factory off the grid. And that's then immediately a larger installation in series, as you can see from the picture. Several steps of turbines behind each other at a larger distance, but it's just for artistic freedom. And we installed this potential without creating a large deviation of the river, so without a large environmental impact. And for our work, we have received several awards, and we have received support from Horizon 2020 from the European Union. And now we're bringing it to the next step. We're fully focusing on commercializing these technologies. We're working country by country, market by market, and we're bringing together all the different stakeholders. So we're not bringing only the technology, we also created partnerships for financing of these kind of installations. We created partnerships for the construction, and basically when you contact us, we can give you the full package. We can install everything, we can restore the structures, we can maintain them afterwards under a maintenance plan, and basically ensure the ecological continuity to be created. So that's a little bit in short of what Turbant is doing. And yeah, I look forward actually to hearing if you have questions, or also if you have doubts about this kind of technology. I'd be happy to help you and to assist you if you want to develop such projects. Merci beaucoup. Merci beaucoup Gert pour cet exposé passionnant. C'est allé très vite. Alors peut-être que vous avez des questions sur ces moulins du 21e siècle, ces petites turbines. Est-ce que vous avez déjà des questions? C'est le moment c'est la séance des questions-réponses. N'hésitez pas, on va faire comme ce matin. Si vous avez une question, n'hésitez pas à lever la main et à attendre le micro. Et alors, on peut peut-être inverser. Et alors, il y a monsieur au 3e rang, et il y avait monsieur aussi à côté de vous, monsieur Floest. Qu'est-ce qui est ça? Comme vous voulez, j'ai vu monsieur en premier, mais... Oui, juste une question concernant dans le département, dans le Morvan. Voilà, là, sous le barrage de Saint-Agnan et sous le barrage de Pansière, on a des rivières qui ont des pentes assez fortes. On a un cours d'eau qui est régulé, et à mon avis, il y a le barrage, la turbine de Chassis, la turbine de la pierre qui vire, et puis pas grand-chose d'autre. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'il y en ait aussi peu? Est-ce que simplement c'est les obstacles administratifs qui suffisent à expliquer ça? On va faire comme ce matin. On va reprendre une deuxième et une troisième question. Comme ça, nos intervenants répondront ensemble. Oui, monsieur, c'est à vous. Oui, moi je suis... Nous sommes... Non, mais Oui, Gert, bon, félicitations pour cette présentation, messieurs. Moi, je me pose la question du seuil, threshold. Et qu'est-ce qu'on appelle vraiment microélectricité, la petite hydroélectricité, quelle est la fourchette dans laquelle dont on parle? J'ai une question plus technique.
sur le comparatif, peut-être, si vous autorisez qu'on vous mette en concurrence ici, avec des systèmes comme TurbiWatt, par exemple, que vous connaissez bien, j'en suis certain. Nous sommes partis dans ma commune sur la rénovation des turbines de 1905 communales, avec des processus non plus de roue à aube, mais de turbines Pelton ou comme la vôtre, low head. Hein. Et qu'est-ce qui est le mieux? Est-ce que vous pouvez nous faire un comparatif rapide? Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est et qui va nous permettre un argument sur l'ensemble des centrales, des microcentrales, des picocentrales, c'est qu'elles sont ictiophiles. Donc l'argument qui parle de continuité écologique, ou de rupture de la continuité écologique, il ne tient plus. Et ça, c'est un argument qu'il va falloir développer de façon, je dirais, violente ou de façon active. Parce que c'est vrai que les poissons passent à travers ce système-là, on le sait bien, et vous l'avez évoqué. Hein. Donc ça, c'est bien. Mais bon, pour moi, pour faire en anglais, comme vous venez de le faire, je dirais que small is beautiful. On peut parler de ça pour tout. J'avais une discussion avec nos amis tout à l'heure sur le photovoltaïque. Évidemment, le petit photovoltaïque, il est moins rentable que l'autre. Mais quel est l'avenir au niveau de notre pays, dans l'ensemble, de la production d'énergie? Est-ce que c'est des grandes structures ou est-ce que c'est des petites structures? L'argument qui est fourni dans l'Allier, puisque je suis un maire de l'Allier, c'est les 48 sites potentiels de l'Allier, et c'est exactement la même chose dans la Nièvre, équivalent à une éolienne, mais une éolienne qui fonctionnerait tout le temps et normalement. C'est-à-dire qu'en termes de rendement, ça fonctionne toute l'année, ça dure 100 ans, ça a tous les avantages. Alors que par rapport à une éolienne, par exemple, qui fonctionne, qui a un rendement, pour celle que nous connaissons dans l'Allier, de 19% et tout ça. Ma question, elle est comment, que voyez-vous comme avantage à votre système low-head, d'abord, et puis peut-être que vous pouvez me répondre, monsieur, sur tout ce qui concerne la continuité écologique. Bon, il y a un point dont on n'a pas parlé qui est important aussi, c'est le débit réservé. Merci. On peut prendre encore une troisième et dernière question. Derrière vous, monsieur Verlinde. Merci. Bon, c'est pas spécialement une question, enfin il y aura peut-être une question. Je voudrais revenir sur les trois intervenants, enfin sur ce qu'ils ont dit, sur le nombre de turbines qui existent sur la Nièvre. Il y en a des petites probablement qu'on ne connaît pas. Je vais vous citer deux exemples. Au-dessous de Château-Chinon, sur Lyon, il y a une usine électrique qui existe depuis le début des années 1900, qui a été créée par monsieur Louis Gallois, qui s'est tourné vers le caoutchouc, comme vous le savez, qui a monté deux usines. C'était le fils d'un meunier, donc il s'est servi du moulin au départ pour faire de l'électricité. Pendant la guerre de 14, il s'est tourné sur le caoutchouc, donc pour fournir des pneus, des bandages aux camions. Bref. Donc cette usine existe toujours, elle a été rénovée il y a 3 ans. Donc c'était déjà une turbine qui existait dessus. D'ailleurs, cette turbine qui a été changée, a été exposée pendant très longtemps à côté de la rivière, au lieu dit le pont d'Yonne. Et cette usine électrique alimente Château-Chinon. Vous avez une deuxième turbine qui est sur la commune d'Arleuf, donc celle-ci, là, ça je parlais l'usine de Morvan, c'est Château-Chinon campagne. Ensuite, il y a une turbine qui existe également sur la commune d'Arleuf, au lieu dit les Blandins, qui alimentait le camp militaire. Sur les Blandins pendant la guerre de 14, et quelqu'un d'autre que moi ici présent pourrait en parler beaucoup mieux que moi, c'est pour ça que je ne vais pas m'étendre. Donc un camp militaire a été créé pour accueillir les insoumis, c'est-à-dire les gens qui ne voulaient pas partir à la guerre. Et ces gens-là tiraient de la pierre sur la roche. Et donc, pour écraser la pierre, il fallait un concasseur. Et on a créé donc l'usine électrique qui alimentait le concasseur, qui alimentait le camp. Ces deux exemples fonctionnent avec un emprunt à la rivière, l'un sur Lyon et l'autre sur la rivière de, je ne sais pas le nom, la Proie, enfin une petite rivière, et c'est la rivière de la Motte. Et ça ne gêne absolument pas les poissons, parce que c'est un tout petit emprunt. Ça représente à peine le 10e du débit de chaque rivière. Et donc, les poissons peuvent vivre leur vie en dehors de ça. Bien. En dehors de ces deux turbines qui existent, bon, il y a un moulin plus bas, là, le moulin des Morvan, qui, à ma connaissance, n'a pas de turbine. Donc,
Ça pourrait marcher aussi. Mais par contre, le Morvan ayant été le pays qui alimentait Paris en bois grâce au flottage, il y a une multitude d'étangs qui avaient été construits et qui pourraient effectivement être rénovés pour organiser peut-être ce qu'on vient de voir, là par exemple, ça pourrait être possible, mais même sans ces étangs, il existe de nombreuses petites vallées dans notre coin, avec des rivières qui sont quand même très bien alimentées et qui pourraient, à mon avis, supporter largement un petit barrage sans que ça nuise à la nature, peut-être par un emprunt, enfin bref, il y a à mon avis des tas de possibilités. Le problème, voyez-vous, c'est qu'effectivement, vous en avez parlé, il y a le problème de la police de l'eau, qu'il ne faut pas minimiser. Donc, il faut la continuité de l'eau, enfin bon, bref, peut-être qu'on va un peu trop loin. Alors, certains bureaux, on va dire, se basent sur un arrêt du préfet de la Nièvre d'avril 2007 qui interdit formellement de couper un ruisseau, une chose comme ça, même y compris à la sortie d'une source pour en faire une réserve incendie. Donc, il se base surtout sur l'article 7 de cet arrêté préfectoral, non, c'est un arrêté préfectoral. Et donc, lorsque j'ai réussi à me fournir cet arrêt préfectoral, l'article 7 n'existe pas. Donc l'article 8 nous dit que on peut effectivement arranger des choses comme ça, mais disons que c'est une expérience que j'ai eue avec Monsieur Gautrin. Oui, c'est ça, oui. Donc quand j'ai réussi à voir l'arrêt, je me suis aperçu que l'article 7 n'existait plus. Et donc on nous a refusé certaines choses. À ce titre-là. Donc, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut se battre, je crois. De se battre sans arrêt si on veut obtenir quelque chose. Voilà. Donc, j'ai pas spécialement de questions à poser, mais enfin, c'est des précisions que je peux donner parce que je l'ai vécu. Et puis, on peut aussi développer dans le Morvan, vu les petites vallées qu'il y a, les nombreuses petites rivières qui coulent. À mon avis, il y a des mini-stations à faire, des micro-stations, des micro-stations, des pico-stations, et tout ça bout à bout, et sans gêner la nature, à mon avis. Et tous les lacs du Morvan sont des lacs artificiels. Donc, à un moment donné, il a bien fallu que quelqu'un prenne la décision de faire ces lacs pour justement que Paris soit chauffé. Donc, imaginons que personne n'ait pris la décision, ou tout soit interdit. La communauté de communes Morvan, Sommet et Grand Lac, s'il n'y avait pas les Grands Lacs, je pense que le Morvan perdrait beaucoup de son attrait touristique. Merci. Voilà ce que j'avais à dire. Merci. Merci. Donc, je vais laisser Gert et Monsieur Lefebvre-Vary répondre et réagir. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de poser que des questions. Vos réflexions sont toujours intéressantes et bonnes à prendre. Gert, c'est à vous pour les réponses. 5 minutes. Ok, d'accord. Donc, beaucoup de questions, je pense. Premièrement, j'ai écrit turbiwatt, la différence, oui. Donc, il y en a d'autres technologies aussi pour les moulins, et je pense qu'il y en a une technologie qui est facile, qui est bien pour le site, ou pour chaque site. Et je change en anglais si c'est pas mal. When you have a certain mill site, there will be a certain technology that fits it. There are a lot of sites that have been developed in the past for higher heads, for high differences and lower flows, and it makes very much sense then to also use new technologies that fit those two characteristics. And so Watify, it's a good technology. It's a very good technology for these kind of mill restorations as well. And Turbulent will not work on every mill. We would rather focus on all these mills that are undershot. So undershot water wheels, middle shot water mills, breast shot water mills. Since those installations have rather higher flows and less height difference. And in that sense, then when you develop these kind of sites, you can immediately integrate the fish ladder, the poisson à poisson, so that you have a full solution. So that being said, that's what I think. There's a good solution for every kind of location.
What you mean is that there's no fall between the vortex and the downstream. There's a very little fall. We're talking about une chute très petite comme 30 cm à 2 mètres. Oui, le système Turby-Watt, c'est down through a pipe, dans un tuyau. Ouais, et vous, non? Non. C'est seulement une rotor. Oui, c'est le vortex qui fait passer. Oui, c'est seulement le vortex qui fait ça. Donc elle est ichtyophile. C'est complètement ichtyophile. Nous avons fait beaucoup de simulations pour développer ça. Mais à ce moment, je pense que c'est intéressant pour combiner toutes les causes de compatibilité avec aussi la rentabilité de la technologie. Aussi, j'ai eu la question, il y en a beaucoup de sites ici, beaucoup des autres locations qui sont utiles pour les turbines. Pourquoi il ne construit rien là? Donc, c'est une question que j'ai aussi. Parce que je pense qu'il y en a beaucoup de potentiel technologique, mais je pense que c'est un problème administratif, non? Je voudrais répondre aux trois questions. Une petite question technique. Quelqu'un a posé une question sur le débit réservé. Le débit réservé, c'est quelque chose que l'on respecte, nous les propriétaires de moulins, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 10% de l'eau qui passe minimum au niveau du bras naturel, puisque vous savez que le moulin, c'est toujours un bras artificiel qui a été créé par l'homme. Donc 10%. Sinon, je voulais vous dire, au point de vue, quelque chose que j'ai oublié de vous parler, c'est là, au niveau de la région, là, ils sont moins bons. Vous savez que Madame Dufay était présidente de Franche-Comté avant. Elle a fait une étude du potentiel hydraulique de Franche-Comté en 2014. Qui était très utile, et il y a beaucoup de turbines qui se sont installées. Et elle a été élue présidente de Bourgogne-Franche-Comté en 2014. Donc moi, depuis 2017, et monsieur Sylvain Mathieu, il est peut-être plus là. Non, pardon. Monsieur Mathieu peut témoigner, il est caché. J'ai écrit à tout le monde, y compris en particulier à monsieur Sylvain Mathieu, en 2017-2018, pour qu'il intervienne au niveau du conseil régional pour obtenir un bilan hydroélectrique de la Bourgogne, puisque la Franche-Comté l'avait eu. Je vous ai amené même les lettres que je vous ai écrites en 17, et on n'a eu aucune réponse. Alors là, du côté de Madame Dufay, je ne suis pas très content, parce que... Oui, vous êtes transmis, mais Madame Frédérique Collat, adjointe à l'environnement, a refusé. Et donc le bilan du potentiel hydroélectrique de la Bourgogne, c'est quelque chose qu'il faudrait obtenir. Je répète, moi, là, j'ai abandonné depuis 2 ans, il faudrait que je relance. La deuxième chose, je voulais vous parler des différentes marques de turbines. Monsieur a une petite turbine dans la Nièvre, à Clamecy, mais je voulais dire que les 5 turbines qui ont été créées depuis 5 ans, c'est 5 marques différentes. Donc vous voyez, il y a le choix. Il y a Turby-Watt, il y a Andritz, il y a Vatec, il y a Alrel qui n'existe plus. Mais vous voyez, donc il y a du choix. La dernière chose que je voulais dire, c'est que contrairement à ce qu'on dit, jamais en France, malgré l'étude Sommival, il n'a été fait un bilan des possibilités hydroélectriques des chutes de moins de 2,50 m. Jamais en France. L'étude Sommival, elle est au-dessus de 2050. Alors quand nos opposants nous disent que l'hydroélectricité, c'est pas rentable, c'est faux, ça n'a jamais été l'étude. Dans la Nièvre, non plus. Et je regrette que M. Okabi ne soit pas là cet après-midi. Il n'y a jamais eu un rapport sur l'étude hydroélectrique. Je répète, un rapport, parce que moi j'ai reçu le monsieur qui attendait de faire un rapport il y a 7 ans, envoyé par le CIEN. Il n'avait même pas il n'a pas le matériel pour mesurer le débit et la hauteur d'eau. Donc il n'y a pas de rapport dans la Nièvre valable pour toutes les turbines possibles de moins de 2 mètres de haut. Et donc je vous demande de faire pression sur les élus à tous les niveaux, régional et départemental, pour obtenir ce bilan. Et ce bilan, il dira ce qui est possible ou pas possible. Voilà, mais actuellement, et une dernière chose que je voulais dire, quand ceux qui s'opposent à nous disent c'est pas vrai ce qu'ils racontent. Je n'ai jamais été mis en discussion. On m'a dit je suis intervenu auprès de Madame Collat qui dit non et que c'est pas possible mais je n'ai jamais pu avoir de dialogue avec Monsieur Mathieu, je vous le répète, je n'ai jamais pu avoir de dialogue avec les décideurs régionaux. Le parc ne peut pas se saisir. Le parc est sûrement.
Non, alors effectivement, mais ce que vous dit Monsieur Lefebvre-Vary, malheureusement, est vrai, hein, est l'exact reflet de la réalité. Quand on s'est rencontrés, moi c'était en début de mon premier mandat, et on a toujours eu de très bonnes relations, on est plutôt d'accord sur le sujet, vous le savez. Moi j'ai plutôt un regard favorable sur la micro-hydroélectricité, dès lors qu'elle est faite dans de bonnes conditions, quoi. J'avoue, alors je mets un avis personnel, hein, je ne m'exprime pas au nom du parc. Moi, le principe d'aller mettre de l'argent public pour détruire des ouvrages créés par l'être humain m'a toujours choqué. Voilà, ça me pose question quand je vois les sommes qu'on peut mettre dans la destruction de certains seuils. Je vous dis bien, c'est un point de vue personnel, hein, je précise. Et donc, effectivement, moi j'avais relayé votre demande à ma collègue de l'époque avant en charge de la transition écologique à la région. Je l'ai appuyé, cette demande, et visiblement, oui, il n'y a jamais eu de répondant, quoi. Mais je pense que ce n'est pas une raison pour en rester là. Il faut qu'on relance la machine, il n'y a pas de raison. Vous le disiez, ça avait été fait en Franche-Comté. Il faut qu'on le fasse chez nous. Alors, la réponse, en gros, que j'avais eue, une réponse un peu courte, hein, je partage votre point de vue, c'était oui, mais le potentiel global est minime. C'est quand bien même on remettra en service tous les moulins de la région avec des petites micros et avec des turbines, ça ferait qu'un potentiel limité. Ben, peut-être, mais on peut faire l'économie d'aucune source d'énergie, à mon avis. Et quand bien même c'est une petite. On ne cesse de le dire que de toute façon il n'y a pas une solution, il n'y a pas d'une solution idéale. C'est un mix. C'est toutes les énergies renouvelables. C'est l'économie, c'est la sobriété, l'efficacité, et puis quasiment tout le bouquet énergétique. Bah, ça en fait partie. Donc, très bien. Merci donc, beaucoup. Donc moi je veux bien, si vous voulez, moi je veux bien reporter la chose auprès de mes collègues. Hein. Ouais. Très bien. Alors à mon avis, on a la chance. Alors attends, je réfléchis parce que là la question était posée sur l'ensemble de la région Bourgogne. Il faut qu'on étudie ça. Bon, côté Nièvre, je suis assez confiant parce qu'on a un super opérateur qui est le Sienne. Je ne sais pas si Guy Urkabi est encore là. Non ? Qu'est-ce que oui ? Je veux dire pour le Sienne. Oui. Il parle d'hydroélectricité. Mais ils disent c'est pas rentable. Mais pas rentable. Alors je suis désolé, mais il y a un programme à tenir. Ouais, okay. Là, ça commence à partir sur des discussions personnelles, etc. J'aimerais qu'on respecte le temps de parole. Chacun doit s'exprimer. Il y a encore une dizaine de personnes qui sont venues s'exprimer sur leur domaine de spécialité. Okay. Je pense que les discussions peuvent tout à fait poursuivre. Et je suis désolé, j'ai le mauvais rôle. Juste 2 secondes pour rebondir. Mais alors 15 secondes, s'il vous plaît. La question de la rentabilité, ça fait plein de fois que je l'entends depuis ce matin. Là aussi, je tiens à dire une chose. Hein. La question de la rentabilité, ça dépend du prix de vente de l'électricité. Et a priori, quand même, la tendance de fond, c'est que l'énergie, d'une manière générale, ne pourra faire qu'augmenter. Il y a toujours de plus en plus d'êtres humains sur Terre qui ont de plus en plus de besoins, avec des ressources limitées. Donc, la question de la rentabilité, tout dépend du prix de vente. Donc, il y a un débat aussi là-dessus. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On n'a plus qu'à remercier, s'il vous plaît, Gert Mulders, d'être venu parmi nous, et Monsieur Francis Lefebvre-Vary pour cet échange très intéressant. On va tout de suite passer